Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Bonsoir, heureux de vous accueillir dans Des mots de minuit. Ce soir, nous avons des artistes, des hommes de théâtre, des hommes de littérature. Je dis artistes parce qu'à son propos, on pourrait parler du magazine Elle, de Dim Dam Dom, de peinture, de photographie. Peter Knapp, merci d'être avec nous ce soir. Accessoirement, vous êtes né en Suisse, vous n'êtes pas le seul dans cette émission. À votre côté gauche, il y a un homme de théâtre, du théâtre de l'écriture, à la mise en scène. Merci Joël Pomera d'être parmi nous ce soir. À côté de vous, vous avez Jacques Chessé, le deuxième Suisse de cette émission. Heureux de vous accueillir. Vous, Jacques Chessé, vous êtes un auteur qu'on suit très régulièrement, depuis longtemps, qui signe un texte chez Grasset, qui s'appelle Pardon, mère. Nous allons avoir de la musique aussi dans cette émission avec La Mal Coiffée, c'est un groupe que nous entendrons tout à l'heure, et Imouvrini, qu'on est heureux d'accueillir. Imouvrini, dont l'actualité est un album et beaucoup de scènes qui vont suivre avec ce qui le caractérise, c'est-à-dire un éclectisme. On les retrouve ici, Imouvrini, avec 500 choristes. 500, j'exagère un peu puisque le plateau est un peu limité, donc avec une partie de ces 500 choristes. On les entend dans un premier extrait de leur album, ça s'appelle Sarah, musique. Seduciole torna da e se vorti immagina seduciole discida su mondo sano non la sa sarà se un giorno donna di apre l'occhio a capire se fuggi ora di scita su musano la sa sarà sarà
sera, sera, sera. Merci Alain, merci Jean-François Bernardini à qui je demande de venir nous rejoindre. Merci à Georges Kochbeck qui est au piano, à Ronan Lebars qui est à la cornemuse. Les choristes sont dirigés par Jackie Lox. Merci mesdames, merci messieurs. On vous retrouve tout à l'heure et on commence cette émission avec Peter Knapp. Et Peter, je voulais vous demander si vous aviez réglé ce problème que vous connaissiez dans l'enfance ou même un peu plus tard, quand votre mère vous disait ah, il est bien sur cette photographie, mais on ne voit pas ses pieds. C'est une des premières photos. Je suis arrivé à Paris en 1952 et je me suis photographié devant la Tour Eiffel. Et puis, quand je suis revenu la première fois, au bout de 9 mois, elle m'a dit « Elle n'est pas bien ta photo parce qu'on ne voit pas tes pieds ». C'est-à-dire qu'il y avait sans doute, la photo d'amateur, c'est la personne en entier, avec toutes les informations. Et le fait que c'était un plan américain, ça la dérangeait. Est-ce que le fait de regarder les pieds ou de regarder le ciel, donc cette verticalité qui a été extrêmement importante dans votre manière de faire, peut venir de là, par cette idée qu'il faut aller forcément chercher le pied ou la tête? Non, je crois que la verticalité chez moi, elle s'est imposée après les photos de mode que pendant 10 ans j'ai fait d'une façon intense. On va regarder, il y a une expo qui vous est consacrée. C'est toujours en face, ouais. N'est-ce pas? Et je voulais créer la rupture. Et une rupture difficile, qui n'était pas liée ni à l'anatomie, ni aux objets. Et donc, j'ai commencé par regarder le ciel verticalement vers le haut. Et par la suite, je suis venu vers le bas. Et c'est sans doute pour échapper à cette banalité de la vue d'en face que j'ai exploré les deux choses. En même temps, quand vous faites ces photos qu'on est en train de voir, qui sont des photos de mode, on peut avoir l'impression que vous redécouvrez une vision, que vous regardez la femme d'une certaine manière. Ce que vous avez abandonné aussi au bout d'un moment, puisque après une certaine manière de s'habiller a fait que vous avez abandonné le regard que vous aviez sur la femme pour passer à autre chose. Au début, quand je dis au début, je veux dire à la fin des années 50, la haute couture était extrêmement importante. Et on était plus ou moins obligé de considérer ces modèles comme de l'information. Plus tard, le comportement des femmes, et par le prêt-à-porter, l'exigence était devenue plus large, c'est-à-dire qu'on voulait aussi le comportement des femmes et aussi le choix des mannequins qui étaient, par les couturiers, plutôt des supports de vêtements. C'était devenu des femmes avec lesquelles on a envie de dîner. Carla Bruni, par exemple. Qui ? Carla Bruni. On dit Madame Sarkozy aujourd'hui, ou Monsieur Bruni, on ne sait pas. On sait pas. Mais j'entends bien ce que vous dites, mais j'aimais bien cette notation que vous avez quand vous dites quand les femmes se sont habillées à nouveau hippie, elles ne m'ont plus intéressée puisque le vêtement ne soulignait plus leur corps. Oui, ce n'était pas que quand ça. Quand je dis ne m'ont plus intéressé, tout est relatif, évidemment. Ah, ouais. Non, c'était venu parce que je pensais que la mode avait quelque chose à voir avec ce que j'ai appris, que la fonction donnait le bon résultat. Je veux dire que c'est cette école du Bauhaus que j'ai traversée. Et puis, quand j'ai compris, quand les vêtements étaient courts, tout ça, on a compris que c'était plus confortable. Et quand c'est redevenu des chemises de nuit avec les coutures à l'extérieur, je me suis dit, j'ai rien compris à la mode.
Le magazine Elle, donc vous faites des études. Alors aujourd'hui, vous vous qualifiez d'artiste, mais vous êtes photographe, vous êtes peintre, vous êtes graphiste, vous avez suivi une école à Zurich, vous êtes plasticien, vous avez fait les Beaux-Arts à Paris. Elle, ça a été, dont on va faire une rapide évocation en images, Elle, ça a été une grande partie de votre vie. Vous avez été le directeur artistique du magazine Elle, alors que vous étiez très, très jeune. Quel challenge, j'imagine, pour vous. Oui, c'était une demande de Hélène Lazareff et c'était pour moi formidable, oui, évidemment. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était toutes les semaines. Et c'est toutes les semaines qu'il fallait créer une centaine de pages. On n'achetait quasiment rien dans les agences. Et il y avait plein de photographes qui devaient collaborer pour remplir les 100 pages toutes les semaines. À propos de votre manière de photographier, vous dites il y a avant l'image une idée, il y a forcément un croquis d'intention, ce qui vous permet d'ailleurs de vous distinguer du travail journalistique ou du travail de reporter photographe. Ça a toujours été comme ça? Vous n'avez jamais eu la tentation du cliché sur le vif? J'ai très vite remarqué que je ne savais pas le faire. Ouais. C'est-à-dire que ce talent de l'anticipation me manque. Et aussi, l'événement, j'adore le regarder. C'est après que je me dis c'était pas une mauvaise photo. Mais je ne l'ai jamais fait. Vous avez fait de la télé encore. Je voudrais vous présenter Dim Dam Dom, 10 mars 1968. C'est la séquence dite tennis look. Vous avez réalisé plusieurs extraits de ce magazine qui est considéré encore comme quelque chose qui à l'époque pouvait paraître comme tout à fait extravagant. On n'est même pas sûr qu'aujourd'hui on puisse réimaginer ou imaginer de nouveau ce que vous faisiez à l'époque dans ce magazine culte, allez, on ose le mot, extrait. C'est drôle, j'ai rencontré une fille dans la rue qui était habillée comme moi. Seulement, elle avait une robe blanche avec un liseré bleu, et moi j'avais une robe bleue avec un liseré blanc. Lève donc la gigue, lève donc plus haut. Lève donc la gigue, lève donc plus haut. Peter Knapp, que retenez-vous de ces années d'Im Dam Dom? Daisy de Galard était devenue rédactrice en chef après Hélène Lazareff et elle était intéressée à la télévision et c'est elle qui m'a entraîné de travailler avec elle à la télévision. Et elle avait envie de montrer des choses encore plus légères que le journal, elle le faisait. Et on n'était pas les premiers. Les premiers, je crois que c'était Averti qui avait amené la dérision. Et puis nous, on a continué un peu sur cette ligne-là, et cette dérision qui était amusant à faire. En même temps, vous auriez pu être vulgaire ou coquin. Or, quand on regarde Dim Dam Dom, on a toujours l'impression qu'on a affaire à une exigence. Est-ce que c'est parce que vous étiez artiste ou est-ce que c'est parce que vous vous posiez la question de « je veux faire exigeant et pas égrillard ou facile » ou... Avec Daisy de Galard, les rencontres n'étaient jamais longues. En 5 minutes, on exposait ce qu'on veut faire. En général, moi, j'amenais les croquis dessinés, et puis c'était oui et c'était non. Je veux dire, il n'y avait pas de comité et on était absolument libre. Et aussi, il y avait des gens de la musique, comme Mirouz, qui travaillaient pour nous, et c'était très entraînant.
Regardons, poursuivons ce chemin, ce court chemin dans votre travail. Peter Knapp, c'est publié chez Chêne. On y trouve tout, et notamment André Courrèges dans les locaux de sa maison de couture. Là aussi, collaboration avec Courrèges. Alors, vous restez dans le domaine de la mode et dans une forme dans une ligne et dans un esprit qui... on l'a vu avec toutes ces images depuis le début de l'émission, qui est quand même très, très cohérent. C'est justement à ce moment-là, j'ai eu l'impression que la mode était quelque chose qui avait un progrès, qui avait un développement dans un sens. Parce que Courrèges disait, pour monter vite un escalier, il faut que les robes sont courtes, les voitures sont basses pour monter dedans. Donc si on voit sous la jupe, il faut résoudre l'histoire des bas, et on est venu au collant, et il disait, une robe bien ajustée n'a pas besoin de soutien-gorge. Je veux dire, il y avait toute une pensée fonctionnelle qui me convenait, et donc je travaillais avec lui. Aussi, il était contre l'ornement, il était très dans une ligne graphique, alors on s'entendait très bien. Sur votre travail, je renvoie donc à la Maison européenne de la photographie, je vous renvoie à ce livre. Rapidement, quelques aperçus, avec notamment une commande faite pour la ville de Bâle, extrait d'un documentaire photo-photographe qui est réalisé par le Centre national de la documentation pédagogique à destination des sections d'art plastique dans les écoles. Et on voit travailler et on voit comment vous imaginez une installation en pleine rue. Vous pouvez commenter. Le galeriste de Bâle, avec lequel je travaille depuis longtemps, avait réussi d'avoir 20 maisons dans la ville de Bâle et des ponts, et il a demandé à 20 artistes différents de créer quelque chose sur la ville. Et moi, j'avais proposé de remplacer un pont par un bras, et c'était ça le projet que... Il est costaud, le garçon, quand même, pour tenir les deux pans d'immeuble. Autre illustration de votre manière de travailler ou de percevoir les choses, on parlait tout à l'heure de verticalité. J'aimerais qu'on regarde quelques images de ce que vous avez filmé à Dieppe et d'une manière de regarder les galets de Dieppe tout à fait étonnante. Et j'aimerais vous poser simplement la question, là on voit la verticalité, comment est-ce que techniquement on filme la mer à Dieppe dans ce sens-là? Je suis en haut d'un bateau et je tiens la caméra dans l'autre sens et je filme les vagues qui arrivent et qui s'en vont. C'était d'ailleurs conçu pour un spectacle de Caroline Carlson et ça devenait à la fin le sol sur lequel elle dansait. Et je trouve même que c'est un peu dommage parce que quand l'image est horizontale, elle est plus étonnante que quand elle est de nouveau mise à plat. Photo du ciel, vous êtes l'un des premiers artistes à avoir exposé des photographies couleurs de grande taille dans les galeries, notamment il y a eu une exposition une année en 1974, je crois, c'était chez Denise René. Et la fascination pour aussi, on voit bien la ligne de fuite, la verticalité. Fascination pour le ciel. Elle était venue. C'est-à-dire que ce que je fais souvent, j'aime que ça corresponde aux moyens que j'emploie. Je dirais, quand je peins, je fais de la peinture parce que ça doit être peint. Quand je dessine, je dessine. Et quand je photographie, j'aime bien que la photographie est employée d'une façon juste. Alors, pour cette exposition chez Denise René, j'ai photographié dans 73 lieux à midi le ciel d'une façon verticale quand il faisait beau. Alors le tout donnait une comparaison de bleu, ce qui n'a rien d'extraordinaire, je le reconnais, mais n'empêche que ce n'est que crédible puisque je note le lieu et la variété
des bleus était un constat de la réalité et ce n'était pas une interprétation comme si je les avais faits en peinture. Dernier aspect de votre travail, il est différent. C'est une série de photos en Afghanistan. Là, quelle était l'intention sur le travail dont on va voir? C'était loin. C'était dans les années 70 et quand l'Afghanistan était un paradis, et c'était justement au moment où je trouvais la mode moins intéressante et que le hippie, j'étais pas le seul à aller en Afghanistan, ils étaient là aussi, mais c'est un souvenir formidable que j'ai amené de là, et de ces photos jusqu'à présent, j'ai rien fait. Bizarrement, ce sera ma dernière question. Vous êtes un artiste, incontestablement. Je ne vous sens pas travaillant sur la faille. Ou, autrement dit, je ne vous sens pas artiste inquiet. Est-ce que je me trompe? Je vous sens dans la recherche plus que dans l'inquiétude de la création. Oui, c'est vrai. Et en même temps, avec l'âge, je me rends quand même compte que le doute augmente. Jeune, j'y allais beaucoup plus vite. C'était bon ou mauvais. Et avec l'âge, j'hésite avant d'attaquer. Quel est l'objet qui vous prolonge? Eh bien là, c'est sur ma table. C'est une graphiste belge, Clotilde Olive, qui a fait un alphabet qu'on peut faire avec ces cubes. Mais moi, je l'aime tout court parce que je joue avec. Et quand d'autres font des cribouillards au téléphone, moi, j'aime bien tourner les cubes et chercher des formes. Parce que j'ai l'impression que ça va à l'infini. Je n'ai jamais fait le calcul, mais comme il y a 4, avec 4 faces, sans doute, c'est très long. De l'importance de réapprendre le temps. Mais, messieurs, qui veut réagir à ce qu'a dit Peter Knapp? À votre convenance. Commentaire? Moi, j'ai été très frappé par ce que vous avez dit, que lorsque vous étiez beaucoup plus jeune, vous attaquiez sans aucun doute, alors qu'avec l'âge, vous êtes plus mesuré et la faille peut réapparaître. Parce que figurez-vous, j'ose le dire, puisqu'on est là pour parler de nous, chez moi c'est exactement le contraire. C'est vrai. J'ai commencé, non pas dans l'angoisse, mais en tout cas très près de la faille, en jouant avec elle, d'ailleurs poétiquement, et c'est un mot qui revient souvent dans mes poèmes, alors qu'aujourd'hui, j'ai essayé de donner une espèce de coup de balai, de main léger, pour aller droit au but. C'est pas si simple, la rature existe, mais elle fait partie de cette sûreté aussi, parce qu'il y a une sûreté de la rature aujourd'hui. Et on n'est pas plus mauvais poète en étant plus sûr, tout au contraire. Ah ouais, Mais ce sont deux voies parallèles et curieusement helvétiques. Et toutes les deux. Peut-être aussi, jeune, j'acceptais pas mal de commandes. Et l'avantage d'une commande, c'est déjà un peu cerné. Ça vous contraint. Il y a un sujet, il y a une date, Oui. donc ça impose aussi un rythme. Oui, il y a un cadre comme ça. Quand on est seul à décider ce qu'on montre, comment on le montre, on repousse. Enfin, je me rends compte qu'actuellement, je repousse les dates. Le théâtre ne sert aucune cause. Au contraire, pour moi, il doit empoisonner la réflexion et tenter de nous laisser faire sortir de nous-mêmes. En cela, peut-être, il est politique. Le théâtre est un lieu possible d'interrogation et d'expérience de l'humain, non pas un lieu où nous allons chercher la confirmation de ce que nous savons déjà, mais un lieu de possible et de remise en question de ce qui nous semble acquis. Certains disent ce qu'ils font, mais vous faites ce que vous écrivez. Je trouve que là, on a une très belle définition du théâtre, Joël Pomera, et elle correspond exactement à ce que le spectateur, à l'état d'interrogation dans lequel vous mettez le spectateur quand il regarde vos pièces. Oui, j'espère que, non pas je le fais réfléchir, mais je le fais douter. Je trouve que le doute, c'est très beau.
Il y a des moments dans la vie ou dans une journée, dans l'existence en tout cas, où c'est bien aussi de laisser tomber la confiance, la certitude dont on a besoin pour avancer dans l'existence, de la laisser tomber pour ouvrir vers d'autres pensées, d'autres émotions, non pas plus inquiétantes, mais plus troublantes, moins finies, plus indéfinies, vers l'ouverture. Moi, j'essaye de placer le spectateur dans un état d'ouverture. L'autre jour, au théâtre de Gennevilliers, j'assistais à cette scène d'une dame dans le public qui vous posait la question après la représentation, qui disait « mais à cet endroit-là, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ». Et vous lui répondiez « ce n'est pas grave ». Il se trouve que ça illustre plus encore votre propos. Repère biographique. À 23 ans, vous dites « je ne serai pas comédien ». Quelles ont été vos études? Comment est-ce que vous arrivez au théâtre? Et on va voir dans une seconde comment vous définissez l'acte théâtral, le poème théâtre chez vous. Hein. C'est à la fois de l'écriture et de la mise en scène. Mais avant, qu'y a-t-il avant le théâtre? Quelle enfance? Une enfance normale. Il n'y a pas forcément beaucoup d'études, donc j'ai arrêté mes études vers 16 ans et demi à peu près, avant le bac. J'ai eu envie de travailler, comme on dit, de faire des expériences de vie concrète. Je suis arrivé au théâtre comme comédien après quelques séries de petits boulots, dont un travail de pisciculteur qui a beaucoup compté pour moi. J'ai travaillé dans un élevage de poissons. J'aime beaucoup les poissons. Je suis devenu comédien. Et puis, rapidement, ça a mal tourné pour moi dans le métier d'acteur. Et comme j'aimais le théâtre, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour prendre plus de sensations et de plaisir avec le théâtre. Et je suis allé doucement vers l'écriture sans que jamais, ni mes études, ni une certaine culture ne m'aient dirigé vers cette activité-là. Pourquoi avez-vous toujours considéré que faire du théâtre, mais je ne sais pas si le terme faire convient, mais en tout cas chez vous, c'est un couple indissociable qui est l'écriture et la mise en scène. C'est forcément cette globalité-là. Au-delà du fait que vous êtes aussi directeur d'une compagnie, Louis Brouillard, tout un symbole, hein, le mot a un sens et voilà, il est une autre manière d'illustrer ce que vous disiez tout à l'heure. Mais cette manière de faire du théâtre n'est pas forcément commune, puisque certains mettent en scène et... Elle n'est pas traditionnelle. Elle n'est pas traditionnelle. De votre point de vue, enfin, quand on vous lit, théâtre en présence chez Actes Sud Papier, on a l'impression que la question ne s'est jamais posée de faire l'un ou l'autre. C'est forcément les deux parce que c'est un processus. Non, quand j'ai commencé à écrire, j'étais dans les schémas et je pense que, je me disais, un jour, moi je vais devenir écrivain de théâtre et un jour un metteur en scène va monter mes pièces. Et puis, en écrivant, je me suis rendu compte que l'auteur de théâtre était quand même finalement assez empêché. On le cantonnait dans un rôle, dans une partie, c'est-à-dire celle de l'écriture des mots. Alors qu'au théâtre, il se joue bien plus que simplement une question de littérature. Il se joue de l'action, il se joue de la présence humaine, il se joue du silence, il se joue du geste. Enfin, voilà, tout un tas d'éléments qui font pour moi maintenant partie de l'écriture du théâtre. J'ai commencé à ressentir combien la mise en scène était elle aussi une écriture. Le texte se chargeait du langage de la parole, la mise en scène prenait en charge tous les autres langages, les autres signes, visibles ou pas, audibles ou pas, et leur résonance entre eux. Et tout cela, c'était l'écriture. Et c'est tout cela qui composait le poème dramatique. Le poème dramatique, c'est notamment une trilogie, Théâtre de Gennevilliers, Au Monde, Les Marchands, d'une seule voix. Tout ceci va tourner partout. Et je voudrais vous proposer un extrait des Marchands. C'est jusqu'au 17 février, donc au théâtre de Gennevilliers, et spectacle pour lequel vous étiez aussi à Avignon l'année 2006.
Voilà, il y a 2 ans. Et par ailleurs, pour vous qui parlez de l'écriture comme ça et du fait que les auteurs de théâtre sont moins gratifiés que les... Comment s'appelle, que les metteurs en scène, Grand Prix de littérature dramatique en 2007 pour Les Marchands, ce qui est aussi un clin d'œil. Extrait de cette pièce. À un certain moment, je dis que jamais je ne pourrais envisager de ne pas travailler. Et je me mis à pleurer. Le parent de mon ami me consola. Il me dit que tout le monde avait besoin de travail, que tous les hommes avaient besoin de travail, comme de l'air pour respirer. Car, me dit-il, si l'on prive un homme de son travail, on le prive de respirer. À quoi pourrait bien servir notre temps, nous dit-il, si nous ne l'occupions pas principalement par le travail? Car notre temps, sans le travail, ne serait rien, ne servirait à rien même. Nous nous en apercevons bien lorsque nous cessons de travailler. Nous sommes tristes, nous nous ennuyons et nous tombons malades. Oui, le travail est un droit, mais c'est aussi un besoin pour tous les hommes. C'est même notre commerce à tous, car c'est par cela que nous vivons. Nous sommes pareils à des commerçants, des marchands. Nous vendons notre travail, nous vendons notre temps, ce que nous avons de plus précieux, notre temps de vie, notre vie. Nous sommes des marchands de notre vie, et c'est ça qui est beau, qui est digne et respectable, et qui nous permet surtout de pouvoir nous regarder dans une glace avec fierté. Les marchands, nous sommes dans un lieu, possiblement dans un lieu où une usine va fermer et où une mère va tuer son enfant pour attirer l'attention, faire que la politique puisse intervenir. Mais on est là dans un flou qui confronte le spectateur à son propre fantasme et à son propre imaginaire. Et ça, c'est toujours ouvert. Et ça, il faut vous en remercier comme auteur de théâtre. Il n'y a pas de message. Et le message, il est là. Hein, enfin, il est à l'intérieur. Sur ce qu'on a vu, on signalera que sur cette pièce-là, c'est une voix de récitante, avec des acteurs qui jouent ou pas, ou complètent des situations. Ce n'est pas toujours le cas dans vos autres pièces. Ce qu'on peut voir aussi, c'est votre travail sur la lumière. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui ne dit pas vraiment tout en laissant deviner? On est toujours dans l'entre-deux. Qu'est-ce que déjà, je voudrais dire que cet extrait, c'est dans le spectacle le moment le plus immobile et le plus, on va dire, le plus parlant, le plus causant. Voilà. C'est une pièce qui travaille beaucoup sur l'action, sur le geste, le déroulement et le mouvement. Là, c'est le moment où ça se pose. La lumière donc d'Éric Soyer, qui travaille avec moi dans ma compagnie donc, depuis près de 10 ans, elle est construite sur le principe de ne jamais éclairer de face, de ne jamais de jamais écraser par la lumière, de révéler par la lumière plutôt. Ça veut dire quoi, révéler? Ça veut dire c'est pas donner à voir, parce que je pense que on a tous l'envie, le désir de voir, mais je crois que ce qui est plus fort et plus intense encore pour celui qui est en face, c'est de donner l'envie de voir, de donner le désir de voir. Donc, et je pense que s'il y a quelque chose de l'ordre d'une révélation, allons-y, je pense qu'elle se produit dans la tête du spectateur. Donc la lumière sur laquelle on travaille, c'est une lumière qui va tenter de jouer sur ces limites entre le caché et le montré, suffisamment montré pour qu'on ait envie de continuer à essayer de regarder, et suffisamment caché pour qu'on puisse projeter sur ce flou, sur ce manque, qu'on puisse projeter son propre imaginaire. Et je compare, finalement, ces images que j'essaie de créer, pour moi, ce sont des images comparables à des images de littérature, celles qu'on a à la lecture d'un livre, d'un roman,
quand on imagine le personnage. Et qu'on est forcément déçu quand ce personnage est adapté au cinéma. Bien sûr, parce que son imagination, l'imaginaire qu'on a de ce personnage, il est extrêmement complexe, il est extrêmement riche, il est fait de plusieurs visages. Mais est-ce que vous ne le privez pas, l'acteur, du jeu de ses expressions, si vous ne l'éclairez pas de face? Mais je pense qu'au théâtre, le visage, c'est le corps en entier. Parce qu'au théâtre, d'abord, on est loin, on est relativement loin, on peut être loin, c'est-à-dire qu'au théâtre, on peut être comme je suis là avec le fond de la pièce, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le visage qui va pouvoir me raconter, surtout que je suis habitué dans mon époque, par la photo et par le cinéma, à voir un visage à quelques centimètres. Donc le théâtre va me frustrer de cette vision rapprochée. Donc je vais devoir mettre le visage sur le corps en entier. Donc au contraire, je vais effacer un tout petit peu le visage pour donner à exister le corps entier. Mais de toute façon, c'est difficile d'éclairer en face au théâtre. Hein. C'est toujours ou par en dessus ou par en dessus. Ou de côté, oui. Alors, ou de derrière. Le contre-jour. De l'art d'éclairer au théâtre. Un mot sur l'utilisation du bruit. Donc de l'utilisation, par exemple, du bruit des pas, de l'utilisation de la musique ou du bruit d'un hélicoptère qui se pose. Ça aussi, c'est très important et ça occupe une place à part entière dans votre manière dans votre proposition théâtrale. Le son, vous citez des exemples qui pourraient faire penser qu'il est illustratif. Alors que la première fonction pour moi du son... Je trouve qu'il est là. Voilà, la première fonction du son pour moi, c'est le travail sur l'espace. Les scénographies de mes spectacles, ce sont des espaces vierges, donc des espaces vides. Et le son, évidemment, en collaboration avec la lumière, le son donne la sensation de l'espace. C'est-à-dire qu'un son qui va venir... d'une distance à peu près de 100 mètres, 200 mètres, va raconter un espace ouvert sur cette distance-là. C'est un exemple très, très précis que je cite là, mais c'est exactement ce que je recherche, constamment le mouvement aussi de l'espace, fermeture, ouverture, et le travail sur le bruit, sur le bruit off, sur le bruit qui environne les personnages, me permet d'ouvrir ou de refermer l'espace autour d'eux. Autre aspect de votre travail, Le Petit Chaperon Rouge et bientôt Pinocchio. Est-ce que ce sont des spectacles pour les enfants ou est-ce que c'est une approche différente de ce que vous venez de nous dire de votre travail ? C'est une prolongation de mon travail. Effectivement, les deux contes sur lesquels je travaille, Le Chaperon et le Pinocchio, sont des contes qui sont destinés aux enfants, qu'on a finalement destinés aux enfants. Dans le cas du Petit Chaperon Rouge, je pense que dans la tradition, ça n'a pas toujours été le cas. Mais bon, maintenant, depuis Perrault et Grimm, c'est comme ça. Pour moi, c'est une façon de continuer à travailler sur le récit, sur la narration, sur le conte. Moi, je me définis en tant qu'auteur comme un conteur, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. L'extrait du Petit Chaperon Rouge, c'est toujours la même histoire, mais avec une version Pomera. Il aurait bien aimé jouer davantage avec sa mère, mais le temps manquait à sa mère pour pouvoir jouer avec elle. Sa mère disait toujours « le temps me manque ». Il me manque du temps, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. C'est seulement que j'ai faim! C'est ça qui fait compter l'orage dehors, que tu es faim? Oui! Et que voudras-tu manger alors? Toi, ma petite fille! Je n'en ai pas envie tellement! Ce ne sont pas les enfants qui décident! Vous avez...
Vous avez, Joël Pomera, une théorie du palimpseste, hein, c'est cette idée qu'on peut retravailler un texte, et vous avez Ménard, le personnage de Borges, comme référence, qui réécrit le Don Quichotte, et qui le réécrit au mot près, sauf que ce qu'il met dedans, dans le sens, est complètement différent. Bon, Les mots ne changent pas, mots- il réécrit simplement le sens des mots. Ouais, bon, c'est une merveille. C'est une métaphore du travail du metteur en scène contemporain qui, en montant une pièce sans en changer un seul mot, retravaille sur le sens. J'ai deux questions, elles sont extrêmement paradoxales. Enfin, une question qui est paradoxale, pour terminer l'entretien. C'est dans une des pièces qu'on voit actuellement à Gennevilliers, vous parlez de la nudité du théâtre, et ce faisant, vous montrez la nudité d'une transsexualité. Hein, donc c'est une chose qui est importante parce qu'elle est là et elle est dissible, et on peut la montrer, et ça c'est une partie de la question, et vous allez voir pourquoi je dis qu'elle est paradoxale, parce que je voudrais la poursuivre avec cette question. Je pense que votre théâtre est un théâtre populaire au sens d'accessible au grand public. Bon, débrouillez-vous avec ça. Je ne peux pas commenter on va dire la scène dont vous parlez, parce qu'elle est prise dans un récit, dans une narration. Effectivement, il y a un moment de révélation, Oui. là pour le coup, d'un personnage qui se révèle, qui décide de se révéler. Ça vient au cours d'une histoire. Mm-hmm. C'est anecdotique là, de le traiter comme ça, de dire... Voilà, non, mais c'est simplement, ce que je veux simplement dire, c'est par rapport à... C'est aussi ce que vous dites aussi du trouble que peut avoir le spectateur, enfin dans sa propre remise en question. Et Là, pour le coup, oui, on est face à un trouble direct, quoi, hein, par rapport à la nudité humaine, par rapport à la sexualité. Un théâtre grand public ? J'espère, j'en sais rien. Moi, je fais le théâtre que j'aimerais aller voir si j'étais un spectateur ordinaire. On espère toujours. Et quel est votre objet ? La C'est un pensée des livre, contes. Voilà, c'est un livre, je suis assez... voilà, j'ai pas réussi à avoir des objets autres que des livres autour de moi, là. Donc, oui, je voulais parler de François Flahault. C'est pas ce livre en particulier, d'ailleurs, c'est plusieurs livres qui m'accompagnent dans mes voyages, qui sont des fois un peu lourds même, mais je les lis et je les relis en ce moment. Et François Flahault est un philosophe, et c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et qui devrait compter plus pour les gens qu'il ne compte actuellement, je crois. Ouais. Conseil de lecture. Oui, c'est sûr. Sur le blog, oui, enfin, sur le blog de l'émission qui s'appelle Sortie de secours, il y a plaisir de lecture. Donc on signera comme étant un de vos plaisirs de lecture, et on donnera envie de le découvrir ou de le découvrir plus, voilà, plus profondément. Et en plus, vous allez nous faire 5 lignes pour le blog. D'accord. Bon. Qui veut réagir Moi, je pense toujours que tout le monde s'interroge sur le sens de ce qu'on fait. Et chez lui, c'est, et dans son écriture, et dans les pièces, la recherche si ça a un sens, et quel sens que ça vient très, très devant. Et quand on fait de l'art un peu contemporain, c'est encore pire, on a les doutes. Justement, on souhaite toujours de ce que vous dites que c'est populaire, et puis finalement, on est très content quand on a 4 spectateurs. Et là, il y a plus de 4 spectateurs. Hein, oui, non, à Avignon aussi. Hein. Je limite ça à l'art des gens contemporain. Je ne connaissais pas votre travail, mais je confirme que il y a quelque chose de saisissable immédiatement à la vue de ces quelques séquences. Donc pour moi, c'est ça que ça veut dire grand public. Vous nous faites passer une émotion, vous nous faites passer du sens, une interrogation, des questions que l'on recale peut-être, et puis cette notion du temps, de l'absence de temps qu'évoquait cette actrice, et peut-être que c'est ça finalement la vulgarité de notre époque, c'est l'absence de temps. Le temps pour rien, le temps qu'on ne sait plus consacrer aux uns, aux autres, à soi, enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose de vulgaire dans l'absence de temps qui nous gagne tous, quoi.
merci pour ces bons moments. Pause musicale, si vous permettez, et nous continuons cette conversation avec Jacques Chessé dans une seconde. Elle démarre les Planètes Musique, c'est à Nanterre à partir du 8 février, et à partir de mars et jusqu'en juin, mesdames, vous serez en concert au travers de toute la France. Au début de votre histoire, la mal coiffée, puisque, voilà, mais on ne sait pas laquelle est maintenant, je plaisante bien sûr. La mal coiffée, c'est le nom de votre groupe, Polyphonie Occitane. Vous êtes issus de la même terre, c'est le Languedoc, vous vous connaissez depuis toujours, et un jour vous décidez ensemble de proposer ce qui va suivre, en tout cas un extrait de ce que vous allez nous montrer. Ce sont des chants monodiques en occitan. Ce sont des chants qui abordent. Alors dans les thèmes que vous abordez, j'ai noté le mariage, la maternité, l'amour. Initialement, on était donc plutôt dans la monodie, c'est devenu polyphonie. On vous écoute dans Filas que ses a madridar. Ça va? À peu près. Merci. Partout dans le monde, il y a des jeunes filles à marier. Partout dans le monde, il y a des jeunes hommes à marier. Partout dans le monde, il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui se marient. Eh bien, partout dans le monde, il y a des jeunes femmes qui le regrettent. La mal coiffée. Merci. J'ai toujours vu ma mère, même très âgée, devenue aveugle, palper des fleurs, toucher de sa main ferme et hésitante le galbe d'une tulipe, la complexité d'une rose, l'effilé d'un rameau de saule ou le piquant de l'aubépine dans les bouquets que je lui apportais. Comme elle est loin de toute bassesse, me disais-je à chaque fois, comme elle est préservée des arrogances du monde. Elle était le contraire de la vanité et du tapage, son ascendance de notables économes, droits, calvinistes, exemplaires les uns aux autres, avait mis dans son sang la modestie des vrais forts. Je n'ai jamais vu céder ma mère. Voilà un des passages de votre livre, Jacques Chessé.
Pardon mère chez Grasset. Elle est belle, cette femme. Vous lui devez beaucoup et vous êtes en faute vis-à-vis d'elle. Précisément parce qu'elle était belle, sans faute, parfaite, et la mort lui ayant donné une sorte d'aura que je n'ai jamais réussi, moi, à atteindre dans ma propre vie, dans mon propre travail, accablé par un sentiment à son endroit d'imperfection qui est, je crois, celui de tout artiste et de tout fils aimant. En fait, j'aurais voulu que ma mère soit heureuse, que je lui ressemble, en tout cas que je la mérite à tout instant. Quand je suis devenu écrivain, elle en a été heureuse parce que j'ai commencé par la poésie. Ma mère aimait la poésie. C'était une fille du Jura protestant vaudois, d'une famille très austère, les Vallotton, parmi laquelle famille on trouve le peintre Félix Vallotton, qui était un des grands-oncles de ma mère. Et l'on trouve une dynastie d'hommes et de femmes extraordinairement volontaires, tenaces, accrochés à la terre, qui ont le sens comme ça de la terre labourée, de la plante, de l'arbre, de la sève, de l'économie. Oui. Et moi, j'ai hérité une partie de cela dans mon travail d'artiste. Mais j'étais poète et cela convenait à ma mère parce qu'il y avait une espèce de transsubstantiation, il y avait une transmutation des choses, il y avait un anoblissement. Quand j'ai commencé à écrire des romans, les choses se sont gâtées parce qu'ils me ressemblaient trop dans mes errements, dans mes fautes, dans ce qui n'était pas convenable à ses yeux. Extrait, si vous voulez bien ? Pourquoi pas ? Extrait, toujours votre éditeur, c'est Grasset, avec ce roman vendu à 350 000 exemplaires, après le Goncourt 1973. Ce roman s'appelle L'Ogre, évocation de la figure paternelle. On a pu parler chez vous de névrose obsessionnelle par rapport à l'autorité, celle du père, celle de Paulan aussi à la NRF. Et par exemple, alors, vous allez voir, on va retomber sur le livre Pardon mère. Alors, vous écrivez par exemple ceci: toutes les médiatrices de l'obscur, et toi manteau blanc et jaune, et toi regard de feuilles, regard de jardin transparent, de nuit alpestre, qui appelle au fond des cloisons? Quelle chouette, quelle bête affolée sous la lune s'est-elle mise à crier dans la fibre turbulente? Jean Calmet voit les cercles, les stries de cuivre, illuminés dans les prunelles de la fille au chat. Mais baisse-t-elle, se demande-t-il? Qui saccage son petit panier? Lui qui n'a eu que des putains, des pauvres loques, qu'il imagine la fente ombreuse de la fille au chat, le tendre sillon de miel qui n'a jamais touché que sur des défraîchis, des fatigués, et maintenant pour la première fois, il glisse la main dans la culotte de Thérèse, il touche le tendre gazon tiède, il descend dans le trou émetteur de pois blanche, il se penche sur le bassin lisse, il pose sa bouche sur la mousse bouclée. Ceci, c'était en 1973. En 2008, nous avons ceci dans ce livre: de son vivant, je savais que je n'infléchirais pas l'attitude de ma mère. Elle détesterait toujours mes romans et je n'en changerais pas une ligne pour lui plaire. Mais je ressentais comme une flagrante injustice qu'une personne d'un goût si sûr condamnât publiquement ce que je faisais, et de cette condamnation je me délivrais en forçant la note. Oui. C'est dégueulasse de forcer la note contre sa pauvre mère. Oui, c'est bien pour cela que je lui demande pardon. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Vous dites demander pardon. Mais... Je ne suis pas contente de l'avoir fait souffrir. Tout au contraire. Tout au long de ma vie, nous avons vécu une histoire d'amour passionnelle, à la fois contrariée, comme toutes les histoires d'amour, et à la fois fusionnelle, parce que nous nous rencontrions sans cesse. J'entends, mais on va y revenir. Mais si vous permettez cette question quand même. L'écrivain talentueux que vous êtes, on peut vous le reconnaître, force la note. Ça veut dire qu'il écrit plus qu'il ne voudrait écrire réellement ? Non, pas du tout. Mais forcer la note, ça veut dire, dans ce cas-là, ne pas craindre d'assumer cette figure de romancier qu'elle détestait, l'assumer et aller jusqu'à lui expliquer les choses, tâcher de lui faire comprendre les romans,
J'ai su par la suite qu'elle les avait lus et annotées, puisque lorsqu'elle a été trop âgée pour habiter l'appartement où elle vivait pendant presque 40 ans, ma sœur et moi, nous avons découvert des tas d'articles de journaux, de cartes postales, sur tout ce que j'avais fait. Et elle voyait les émissions de télévision, elle écoutait les... Et elle regardait notamment cette émission-ci, 16 avril 1982, un certain Jacques Chessé est reçu chez Bernard Pivot pour la sortie de Judas le Transparent, une émission consacrée à la beauté du mal. Et voici ce que lui dit Pivot, après notamment lui avoir dit que l'un de ses personnages était un vieux cochon. Vous représentez celui qui se prend pour Judas. Il a dans la main gauche la Bible et dans la main droite une bouteille de cognac. Et c'est dommage qu'il n'ait pas 3 mains, parce que dans la 3e main, il aurait un sexe. Parce qu'effectivement, on va toujours de la Bible à la bouteille de cognac au sexe, et c'est un circuit un peu... C'est le circuit du diable, quoi. C'est sans doute le circuit du diable, une espèce d'hallucination forcenée d'un personnage qui d'ailleurs ne boit pas pour boire, mais boit pour s'exciter à attaquer les autres. Une fois qu'il les a attaqués, la Bible le réconforte, et puis c'est le vice qui reprend, et ça retourne dans la secte, et le monde infernal est reconstitué constamment par cette espèce de folie, car c'est une folie. On comprend que votre mère n'ait pas forcément été contente de vous avoir, de voir ainsi traité par Pivot de scélérat qui met en scène des vieux cochons, ou qui met en littérature des vieux cochons. Vous dites l'amour étrange qui vous unit, évident. Pourquoi la réconciliation n'a-t-elle pas eu lieu avant? Votre mère est morte il y a quelques années, et il faut attendre 2008 pour que, enfin, vous lui fassiez, comme vous dites, un monument de mots. Parce que toute ma vie, j'ai eu envie de lui écrire une lettre. Et que je différais cette lettre parce que, précisément, elle était vivante et qu'elle aurait raté son coup, cette lettre. Elle n'aurait pas atteint ce que je voulais qu'elle atteigne. Parce que ma mère aurait trouvé cette lettre intempestive. Ou de toute façon, cette lettre n'aurait pas pu lui dire, elle vivante, tout ce qui avait manqué entre nous, le temps que je n'avais pas su user à lui dire mon amour ou encore ma fidélité. Et puis cette lettre avait quelque chose de littéraire aussi, de trop conventionnel. Il a fallu sa mort, très âgée d'ailleurs, puisqu'elle nous a quittés à 91 ans sans me quitter moi, et que je tente de faire le deuil que je ne pouvais pas faire. Et un jour de 1er mars, il y a 2 ans, je me souviens de ce 1er mars parce que c'est la date de mon anniversaire, et pour ma mère, c'était une date très importante. J'étais l'aîné, et chaque année, le 1er mars représentait à ses yeux une sorte de fête rituelle dont elle était très émue. D'ailleurs, je la voyais toujours ce jour-là. Toute sa vie, je l'ai vue ce jour-là. Et j'ai commencé à écrire ce livre qui m'a été dicté. Dieu. Et c'est devenu « Pardon, mère ». Je n'ai pas choisi. J'avais le sentiment curieux, au cours de toute l'écriture du livre, qu'elle était là, qu'elle parlait en moi, qu'il y avait une espèce de dictée des profondeurs, un cante rondo, contre lequel je ne pouvais pas lutter. Chaque fois que j'étais tenté de mentir pour être plus enjolivé, pour faire de la rhétorique, pour trouver des images plaisantes, j'avais l'impression qu'elle intervenait, que son regard très bleu, que sa main très ferme me disait « Tu es en train de mentir, mon pauvre ami. Tu ne vas pas recommencer. Ce n'est pas le moment. Maintenant, on dit vrai. » Et je biffais, je raturais pour revenir dans un chemin plus austère, parfois plus douloureux. Et c'est ainsi que ce livre s'est constitué peu à peu et que j'ai pu, dans l'écriture, dans le courant même du livre, de son écriture, regarder une vidéo assez longue qui a été tournée par un très bon artiste suisse, Philippe N, je garderai l'initiale parce qu'il le veut. Ma mère s'est prêtée à un jeu, 20 jours avant sa mort, de répondre pendant 2 heures aux questions de N sur moi, sur notre enfance, à ma sœur et à moi, sur mes premiers essais d'écriture. Qu'est-ce que c'était que ce film? Une catharsis, quelque chose à inscrire pour les générations qui suivaient? Vous avez des enfants? C'était une façon de donner à ma mère l'occasion de parler de moi et de dire des choses qu'elle n'avait jamais pu dire, qu'elle avait en elle et qu'elle devait dire avant de s'en aller.
Je savais qu'elle en avait besoin, comme moi, je savais que j'avais besoin d'écrire ce livre. Et d'ailleurs, je n'ai pas assisté au tournage de ce film. N est allé voir... Et vous avez mis du temps à oser le regarder. Hein, J'ai mis 6 ans. Ouais. Et c'est seulement la 6e année que j'ai pu voir ce film dans la solitude de ma maison. J'ai préparé la pièce comme si elle allait le voir avec moi. Il fallait un certain temps, elle aimait un temps de vent de printemps ou de vent d'automne, avec les arbres qui ploient, et puis le bruit des feuilles qui sont chassées sur la terre. Elle aimait beaucoup ça. Et c'était un jour comme ça, un jour d'octobre. On vous sent aujourd'hui, je vais relire un extrait de votre texte avant la question suivante, mais on vous sent aujourd'hui, et c'est une illustration de votre propos tout à l'heure avec Peter Knapp, on vous sent aujourd'hui complètement apaisé, alors que pendant des années vous avez été alcoolique, que pendant des années vous avez essayé de lécher les femmes jusqu'au nerf, pour reprendre une de vos expressions. Ce livre semble être cette tranquillité, ce chemin. Je vous lis, je lis un extrait et vous me répondez. Quand je me trouvais dans le lit de l'une d'elles, vous parlez des nombreuses femmes que vous avez pu connaître, et que son âge approchait du tien, 45 ans, puis 50 ou 55 ans. J'en avais toujours 24 de moins, les années qui nous séparent, mère, et c'était insupportable. Chaque fois, je comparais cette femme à toi et je la trouvais inférieure. Non que je n'ai connu plaisir et curiosité, insistant désir, à caresser leurs seins déjà marqués par l'âge, leur ventre où se dessinaient et creusaient des plis, leur sexe usé à tellement d'histoires. Leur enthousiasme à me prouver leur jeunesse encore ardente, plus aiguë et plus affûtée que celle des jeunes filles avec lesquelles j'avais l'occasion de perdre la tête, eût suffi à me combler d'aise si la comparaison avec toi n'avait compromis mon plaisir. Donc là vous dites que cette sexualité débordante, ce plaisir, ces désirs débordants que vous avez eus, ont sinon toujours été gâchés, ont du moins été partiellement inscrits dans la faute, parce que dans le visage de chacune des femmes que vous honoriez, il y avait le visage de votre mère. Oui, parce que j'avais l'impression qu'elle les transcendait complètement. Il n'y avait là nul sentiment d'inceste, je n'ai jamais désiré... Ce que vous dites, hein, vous insistez beaucoup sur... Ma mère, j'insiste là-dessus. Simplement, les femmes avec qui je passais des milliers d'heures me paraissaient chaque fois peu à la hauteur par rapport à la dignité, à la finesse, à la délicatesse de ma mère. Je les trouvais trop questionneuses, trop intéressées, trop distraites, sottes, souvent. Et je ne suis pas du tout misogyne, mais par rapport à ma mère, elle ne faisait pas le figure. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconstituez alors que votre mère guide votre écriture, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez réellement vécu ? Non, c'est quelque chose que j'ai totalement vécu et j'en étais conscient au moment de le vivre. Et parfois même, je voulais en faire des nouvelles ou des romans. Donc j'y étais particulièrement attentif. Ma mère était une femme d'autorité douce, d'autorité agréable, harmonieuse. J'ai toujours cherché chez les êtres que j'aime, les femmes en particulier, la femme avec qui je vis aujourd'hui, qui est beaucoup plus jeune que moi, mais cette autorité, quelqu'un qui ressemble à ma mère, obtient aussitôt mon affection. Mais il faut cette droiture, cette autorité et cet enjouement avec tout cela, ce que peu d'êtres manifestent en fait. Ça, c'est votre mère. Votre père, on en parlera à l'occasion d'une autre émission. Mais là aussi, vous avez dû faire un grand travail de deuil. Enfin, en tout cas, puisque votre père s'est suicidé après avoir été accusé et avoir commis des actes que la loi réprouve. Simplement, je voulais qu'on se sépare avec ceci qui est votre texte précédent, toujours chez Grasset, Le vampire de Ropra, où vous vivez aujourd'hui, où vous fréquentez assidûment et régulièrement le cimetière. Ceci aussi fait partie des repères ou de la manière de parler de ce que vous êtes aujourd'hui. Et simplement cette phrase qui montre un écrivain capable de décrire extrêmement précisément l'environnement qui est le sien. Il y a eu un vampire au siècle dernier à Ropra, dont vous dites par ailleurs que vous avez retrouvé le couteau au fond d'un ruisseau. Votre fils aurait retrouvé le couteau au fond d'un ruisseau. Vous écrivez ceci: la misère sexuelle
comme on la nommera plus tard, s'ajoute aux rôderies de la peur et de l'imagination du mal. Solitaire, on surveille la nuit, et bas d'amour de quelques nantis et de leurs râlantes complices, frôlement du diable, culpabilité vrillée dans 4 siècles de calvinisme imposé, sans répit déchiffrer la menace venue du fond de soi et du dehors, de la forêt, du toit qui craque, du vent qui pleure, de l'au-delà, d'en haut, de dessous, d'en bas, la menace venue d'ailleurs. On se barricade dans son crâne, son sommeil, son cœur, ses sens, on se verrouille dans sa ferme, le fusil prêt, l'âme hantée et affamée. L'hiver attise ses violences, sous la longue neige a mis des fous, les ciels rouges et bistres entre aube et nuit déshéritée, le froid et la mélancolie qui tend et ronge les nerfs. Voilà ce que vous écrivez du lieu où vous habitez encore aujourd'hui, et à l'occasion d'un texte magnifique, d'épure, et il n'y a pas un morceau de gras dans ce texte. Il est magnifique. Est-ce qu'il y a un objet qui vous prolonge aujourd'hui et que vous Je vous ai apporté un petit carnet, parce que j'aime les carnets, j'écris, je prends des notes, je dessine dans des carnets. Alors, tout y est. Des adresses, des numéros de téléphone, des poèmes. J'en écris presque tous les jours. Vous dessinez aussi dans ce carnet? Je dessine dans ce carnet. Je dessine des femmes et des soleils et des arbres. Et puis ça vient comme ça ou ça ne vient pas. Mais j'ai toujours avec moi. Ici, il y a un chat, parce que j'aime beaucoup les chats. J'en ai plusieurs. J'habite la campagne, le même endroit depuis une 40aine d'années maintenant. Et ces 40 ans sont très heureux parce que c'est près d'une ville, c'est près du TGV, c'est près de Paris. Et en même temps, en quelques heures, je suis au fond des bois. Et j'ai fait construire ma maison adossée au cimetière dont on parlait. Et où a eu lieu ce drame authentique du vampire de Ropra. Qui, lui, s'est pas contenté, comme vous disiez, de lécher jusqu'au nerf. Il a ouvert les ventres, il a mangé, il a bu le sang. C'était à 15 mètres du bureau où je travaille. Oui. Ah, ça aide pour la tranquillité d'esprit. En effet. C'est vous qui disiez lécher jusqu'au nerf. Hein, c'est pas... Mais on peut s'alléger de tout ça. C'est aussi un exercice spirituel. On vous sent là dans une forme de tranquillité, alors qu'on a pu vous voir ou vous sentir beaucoup plus altéré. Oui, parce que vous parlez de névrose obsessionnelle, je crois qu'elle est loin derrière moi. Elle a fait place à non pas à la placidité des bêtes, rassurons-nous, mais à une sorte de sérénité plus enjouée, et plus allégée surtout. Qui commente C'est un magnifique film de vie qui nous raconte et qui finit par le mot d'amour essentiel, quoi. Donc c'est une très belle lettre d'amour qu'il écrit à sa mère, c'est une belle histoire de vie. Moi, j'aurais aimé l'écrire aussi, parce que j'ai vécu avec ma mère des choses absolument étonnantes que peu d'enfants ont vécu. Ma mère adorait le vent dans la forêt. Et je me rappelle qu'on était au lit, ça devait être 9h30 le soir, on dormait, on était 3 enfants, et on s'est habillés. Elle nous a amenés se promener dans la forêt avec le vent. C'est-à-dire que des souvenirs comme ça, absolument, qui m'ont impressionné, qui m'ont fait aimer le vent. Et puis le craquement des arbres. Enfin, c'est-à-dire que tout ce qu'elle nous a fait aimer, elle était actrice amateur dans une opérette. Et elle était un peu visuelle et en même temps un peu sonore. Et une autre fois, aussi, elle nous a amenés très tard dans la nuit au bord du lac de Zurich, en face, où il y a les publicités, pour voir les reflets du néon sur le lac. Et c'était tout. Mais ça vous a marqué. Imouvrini, les petits mouflons, vous faites du chemin et vous continuez à vous ouvrir. Mais pour vous avoir déjà reçu, je vous ai toujours entendu dire que la porte, fallait qu'elle soit ouverte. Donc aujourd'hui, vous allez chanter avec 500 choristes amateurs que vous avez, avec lesquels vous avez travaillé en Lorraine. Pourquoi ce besoin d'aller toujours chercher ailleurs, alors que dans le même temps, on sent bien que si on vous enlevait la Corse, vous seriez mort?
chercher soi dans l'autre et l'autre en soi, ça me semble être le mouvement naturel de la vie. Oui, mais d'accord, mais excusez-moi, mais c'est bien sûr. Oui, et en même temps... C'est un peu facile parce que... est-ce qu'on ne peut pas chercher en Corse des choses qui... Oui, bien sûr, mais je crois qu'on y va avec soi-même, on y va avec son identité profonde, avec la source profonde que l'on a, et c'est là où la rencontre est belle, c'est là où la rencontre est forte. Je veux dire, on a mis en exergue de cet album qu'on a... Peut-être que ça vient d'une blessure, de cet album qui est sorti, on a mis cette phrase de Clarissa Pinkola Estés qui dit ils avaient formé un cercle pour nous exclure, nous avons marché, nous avons fait un cercle encore plus grand pour les inclure, pour les inviter. N'oubliez pas justement ce détail qui est un détail notoire, nous venons de Corse, c'est-à-dire d'une île qui est suspecte de communautarisme, de fermeture, de ghetto, et je me trouve en fait quasiment de temps en temps confronté dans une position schizophrénique. Si je chante en Corse et si je chante chez moi, je me replie. Si je chante avec les autres, je me trahis. Eh bien, je ne veux ni l'un ni l'autre. Le ghetto, même s'il est corse, il ne me convient pas. Et la musique, c'est le mariage, c'est la rencontre, c'est l'addition. Et c'est justement avoir et vivre une musique totalement décomplexée. Et dans cette rencontre avec les 500 choristes qui nous font découvrir d'encore plus près ce qu'est le merveilleux amateurisme. C'est-à-dire cette force, cette joie, ce naturel de chanter. Cette schizophrénie, alors, le mot est galvaudé, mais cette schizophrénie qui est la vôtre, elle s'incarne de deux manières. Je lisais le week-end dernier, il est là. Carnet pour Sarah, Jean-François Bernardini, chez Anne Carrère. Et donc, il y a une dimension humoristique. Vous parlez de manière très, très humoristique de la Corse, enfin une prise de distance. Bon. Et puis il y a une dimension beaucoup plus difficile aussi d'assumer cet écartèlement qui est le vôtre dans cette longue lettre que vous avez écrite à la veuve du préfet Érignac. Et on sent bien que vous êtes partagé entre une île qui a souffert et qu'on n'a pas forcément respecté ou gratifié politiquement, et puis une violence qui est abjecte. Oui, vous savez, la Corse, elle est quelquefois inquiétante, et en même temps, le regard qui est porté sur la Corse m'inquiète aussi. Je veux dire qu'elle fait partie de ces territoires sur lesquels sévit depuis très très longtemps une forme de pensée pauvre, une pensée unique. On est dans un air du temps où c'est plus le sensationnel que le sens. On parlait tout à l'heure de sens, et moi ce que j'essaie de faire à la place qui est la mienne, c'est d'être à la fois un témoin, un acteur et un chercheur de sens. Parce qu'on ne peut pas, en Corse ou ailleurs, partout dans le monde, se condamner à être les spectateurs perpétuels qui commandent une société, qui commentent une société qui vit à un attentat tous les 2 jours, à une santé sociale décadente, à un échec répétitif. On a besoin de chercher du sens. Et peut-être que la pire des défaites, justement, c'est ce refus de comprendre ou d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, ce qui arrive à ces sociétés-là. C'est dans cette démarche que je suis. Et quand vous citez la lettre à Madame Érignac, j'ai écrit à Madame Érignac, après m'être bien sûr fait chahuter du Figaro à Charlie Hebdo, j'ai écrit parce que je ne voulais pas que le lieu du crime reste désert. Et que je crois que si on veut éviter que le recrutement de la violence et le fait que les choses se répètent, à un moment donné, nous avons besoin de comprendre comment les gestes fous se construisent dans une société donnée. Je n'ai certainement pas trouvé la réponse, mais tel est le désir. En lui disant... En tout cas, quelles que soient les critiques des uns ou des autres, on vous sent dans la difficulté de dire quelque chose qui est très... qui n'est pas antinomique, hein, puisque la Corse peut souffrir, et puis ça reste difficile d'essayer d'expliquer un assassinat. Vous vous dites l'intransigeance des conservatismes et celle des actions se sont ainsi mutuellement nourries en ennemis complémentaires, jusqu'à enfermer cette île dans un étau dont on sait désormais le prix qu'il coûte. Oui, la mort, elle est régressive partout. On ne peut gagner aucune cause avec des moyens qui ne sont pas justes. La mort est régressive. Et une goutte de sang nous fait toujours reculer. Pour autant, je crois que nous sommes condamnés, les uns et les autres, ou que nous soyons d'autant plus
quand nous occupons une responsabilité politique ou autre, il est du devoir de chercher le sens dont on parlait. Quand vous faites de la musique, vous faites de la musique de... est-ce que c'est une manière de faire de la politique? Parce que parfois, il y avait des photos, donc vos concerts ont pu être interdits, parce qu'à une époque où on était dans ces situations politiques difficiles, chanter corse dans le texte, c'était considéré comme... C'est une excellente leçon de choses que vous faisiez. C'est 84, ouais, ça, hein? Ouais, Ouais, que vous fassiez référence à des moments où la chanson était interdite en Corse. C'est une excellente leçon de choses. Mais interdite par qui? Interdite par des mères archaïques et rétrogrades qui pensaient justement que cette chanson était un trouble à l'ordre public. Mais vous savez, le drame de la Corse, c'est d'être dans une situation de vraie dépendance. Et dans la vraie dépendance, l'autodépréciation, la mésestime de soi sont profondément liées. Donc on était à un moment où... Mais vous parlez de la Corse comme certains parlent de l'Afrique. Oui, mais je crois qu'il peut y avoir des consonances. Donc on était à un moment où nous posions, nous, la mauvaise question, c'est-à-dire que est-ce qu'un peuple qui s'ampute de sa langue, qui perd son identité, est-ce qu'il ne se soumet pas à un désordre futur? On a posé la question et je crois qu'en même temps, quelque part, quelques années après, on a trouvé la réponse. On a trouvé la réponse pour montrer que se servir de sa langue, c'était s'ouvrir au multilinguisme, c'était s'ouvrir au monde, c'est faire lien avec les autres. Et on est dans une période dans le monde où effectivement, plus que chanter l'unité ou la diversité, on a besoin de célébrer l'entre-nous. Eh bien, avec cet album dont on parlait tout à l'heure, avec cette rencontre avec les 500 choristes et autres, avec ce grand public qui nous accueille aujourd'hui en France et ailleurs, dans d'autres pays européens, c'est ça dont il est question. C'est cet entre-nous positif, constructif, c'est cette identité-relation à laquelle nous sommes profondément attachés. C'est de la réclame pour l'album, et vous savez que bientôt il n'y aura plus de pub sur France Télévisions. Non, je plaisante. Dans votre distance, et on va revenir sur votre musique dans une seconde, votre façon d'écrire, c'est par exemple ceci. Vous parlez des histoires drôles, et que les histoires drôles courent d'autant plus dans les pays totalitaires qu'il n'y a pas d'autre moyen d'expression. C'est un peu comme si le cynisme dominant opprimait ses victimes et les faisait rire à la fois. Chez nous, ce serait plutôt une sorte de totalitarisme à l'envers. Apparemment, on parle beaucoup trop, diront d'autres. On parle de nous, on parle pour nous, on laisse parler, on parle de ce qu'il faudrait faire, on parle de ce qui n'a pas été fait, on parle politique, on nous en parle, on en parle à défaut d'en faire vraiment, on parle surtout des réformes que l'on annonce, on parle des changements à opérer qu'on n'opérera pas, on parle en nous-mêmes, on parle en vain, dans l'impuissance, dans l'immobilité. Nous croyons parler, mais nous sommes parlés. Je crois que c'est ça finalement. C'est-à-dire que à un moment donné, cette parole corse, entre guillemets, elle se substitue à elle une sorte de bruit, une sorte de représentation de la Corse qui est une construction, à mon sens, une construction intéressée, quoi. Parce que derrière tout ça, derrière une représentation diabolique ou étouffante, un petit peu comme on pourrait y en avoir dans les banlieues ou dans les cités, c'est une astucieuse manière aussi de s'exonérer de responsabilité. Finalement, s'ils sont paresseux, violents, allergiques à la loi, xénophobes, finalement, c'est plus simple d'expliquer ce qui leur arrive. Et je crois que la version des choses, la manière dont il y a une traçabilité de cet échec, à mon avis, est tout autre. C'est en ce sens où je dis que cette parole, il nous appartient à nous autres Corses, puis à ceux aussi qui pensent le monde. Non, je sais que ce n'est pas évident. Mais il nous appartient à nous autres Corses et ceux qui aident les sociétés à progresser, à chercher le sens nécessaire. Finalement, ce qui manque à la Corse est tellement simple. Ce qui lui manque, c'est une politique équitable, visionnaire et surtout normale. Une politique que l'on peut révoquer quand elle n'est pas à la hauteur. Ne fût-ce que pour ne pas mourir menteur. Il fut un temps où nos amis polynésiens disaient « Nous avons 2 drames en Polynésie. Le premier, c'est d'avoir le système FLOSS. Le second est de ne pas pouvoir nous en débarrasser. » Quel est le système dont vous ne pouvez pas vous débarrasser? Je parlais tout à l'heure de dépendance. C'est la dépendance qui sponsorise la clientélisation. La clientélisation sponsorise l'assistanat. L'assistanat sponsorise la frustration sponsorise la violence, qui sponsorise la dépendance. Et on est dans un cercle vicieux dont à la fois civiquement, démocratiquement, il y a une forme d'impuissance, mais aussi une forme de se laisser tomber amoureux d'un système qui finalement finit par convenir à quasiment tout le monde. Parlons musique. Des mots de minuit, 11 octobre 2000, on reçoit le journaliste et l'écrivain corse Paul Silvani. Il est sur le plateau avec l'ethnomusicologue Charles Duvel. Écoutez ce qu'il dit de la transmission du patrimoine musical corse. Nous avons, nous aussi en Corse, nous avions un musicologue qui s'appelait Félix Quirici et qui à l'époque, vous l'avez connu,
Félix Quirici, à l'époque où notre ami était en Afrique, il parcourait la Corse, à Dodane. Il allait chez les bergers pour enregistrer. Il avait son agra lui aussi. Et c'est lui qui a constitué le fond sonore de la Corse, qui a été déposé à la Bibliothèque nationale. Bien sûr, et dans un superbe disque d'ailleurs. Bon, et dont se sont inspirés par la suite les groupes qui aujourd'hui ont remis au goût du jour ce qu'on appelait les polyphonies, mais qui n'ont rien à voir avec les polyphonies telles qu'elles étaient à l'époque et telles que les a recueillies Félix Quirici, et que d'autres aussi les avaient recueillies, mais c'était très marginal. Vous n'allez pas trop vite, trop loin. Je pense à des collaborations, à des moments musicaux que vous partagez avec ces 500 choristes, avec Tina Arena, avec Sting, avec Véronique Sanson par exemple. On sent que là, il y a déjà la nécessité de revaloriser, et vous êtes allé très vite en 25 ans. Ouais, mais vous savez, je crois que l'expression de ces cultures-là et ces musiques-là, en particulier quand elles viennent du Sud, elles ont toujours subi une forme de diminution capitale, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont eu à déjouer le piège du folklore, le piège de l'authenticité, ou est-ce que vous êtes assez authentique finalement? Est-ce que quand vous mettez la main à l'oreille ou quand vous la mettez pas, est-ce que vous êtes finalement assez authentique? Et puis le piège de l'exotisme. Eh bien, je crois que justement, que ce que nous avons à donner de vrai, de juste, est au-delà de tout ça. C'est-à-dire que c'est au-delà du décor. C'est notre manière d'entendre le monde qui est éventuellement intéressante. C'est notre manière de le raconter. Au-delà de oui, non, mais enfin, si je le dis, il n'y a peut-être pas que moi qui le dis. On peut vous croire. Non, le tout, c'est qu'on soit convaincant et qu'on réussisse à convaincre le public qui vient nous rencontrer. Mais je crois que ce regard-là, cette diminution capitale qui fait qu'un Corse, il est... finalement, un Corse, il est assigné à nous raconter des histoires de mouflons ou de bandits, comme un Africain. Il m'ouvre dit, c'est pas moi qui ai inventé le titre. Non, mais je caricature. Mais je dis qu'un Africain qui ne nous raconte pas une histoire de magie blanche ou d'éléphant, il est peut-être un peu moins africain. Eh bien, je crois que ce regard-là, il est révolu. Et que ce piège de l'exotisme, du folklore, de l'authentique. Il y a une question qu'on nous pose très souvent, mais alors, est-ce que vous êtes authentique? Vous savez, mais alors, est-ce que vous êtes authentique? Et je trouve l'absurdité de la question, quoi, je veux dire. Et je réponds quelquefois en disant, est-ce que vous croyez que les tripes, le cœur, l'âme, est-ce que... Donc c'est une fausse question, mais c'est une question subsidiaire qui est réservée... Que je ne vous ai pas posée, vous le remarquerez. Mais c'est une question qui est souvent réservée aux musiques qui viennent du Sud ou des territoires comme ça, exigus, comme la Corse par exemple. Petit extrait de votre manière d'avancer, Bruxelles, Forest National, c'est en décembre 2005, et là, vous interprétez Père Amore avec des Africains. Avec des Africains Regardez, du Sud, oui. Tout petit extrait. Ouais. A promessa corre l'onde e coraggiosa se ne va, dove le fiume sono profonde e sempre un mare da branca, ne conosco amore vano, c'è sempre un fiore che terrà, c'è sempre un filo di verano, un'armatura da trovare, io da sole, io da sede, ad promessa di compa. Gli per amore con di mano come una spera chi sarà. Gli per amore con di mano e per amore si verrà. Gli per amore con di mano come una spera chi sarà. C'est une très belle rencontre avec ce blues d'Afrique du Sud qu'on a enregistré à Johannesburg avec de magnifiques chanteurs d'Afrique du Sud. Ça aussi, ça a du sens parce que c'est du lien, c'est de la relation, c'est de l'enrichissement. Et c'est une manière d'aider à faire aimer, à faire comprendre, et je crois que c'est essentiel. Je voulais vous demander quel était l'objet qui vous prolongeait, ou s'il y a un objet qui vous prolongeait, mais je voulais donner 2-3 repères supplémentaires. Le fait que vous êtes très sensible aussi à la musique issue des banlieues, c'est-à-dire, et que dans les quelques références littéraires qu'on vous a trouvées, il y a Mahmoud Darwish, il y a Amos Oz, l'Israélien, ou encore Pessoa, mais je pense que chez vous aussi... Il y a des envies de Pessoa, Joël Pomera. Quel est l'objet qui Je vous ai amené en fait 2 objets. Je vous en ai amené un qui est un petit rabot, qui est un outil de paysan et de menuisier. Mon père et mon grand-père étaient menuisiers. Et les objets peuvent avoir une âme, et je crois que celui-ci en a pour moi.
Et puis peut-être en même temps ceux qui connaissent les gestes qui vont avec, le labeur, le travail. On parlait tout à l'heure du travail, ces gens qui n'avaient que la religion du travail, quoi. Et puis je vous ai amené un petit rameau d'olivier que j'ai taillé ce matin sur ceux qui sont mes voisins là où j'habite. Mes premiers voisins, ce sont des arbres. Et si le génie existe, les arbres sont des génies. Parce qu'ils sont la synthèse ils sont d'abord le frère et le meilleur ami de l'homme. Et ils sont la synthèse de ce qu'est le passé, le présent et l'avenir. Les scientifiques qui travaillent sur le biomimétisme savent combien il y a encore à apprendre de l'arbre et des arbres. Donc je vous ai amené un rameau d'olivier. Merci. Autre temps, en 98, vous disiez ceci de vos parents. Mon père quittait les champs, devenait muletier. 1000 tâches et travaux étaient son vrai métier quand notre mère de nous avait à se soucier. Leur unique richesse était de nous donner un baiser, une caresse en bonheur partagé, les caprices oubliés car il fallait compter. Voilà ce que vous disiez d'eux. On a beaucoup parlé des parents. Société de la sobriété, oui. On a beaucoup parlé des parents ce soir, des uns et des autres. Un commentaire de l'un ou de l'autre sur... Alors moi j'aimerais vous remercier d'avoir réhabilité la voix humaine. Parce que la chanson contemporaine que je suis, que j'aime beaucoup, est souvent trafiquée par le son, l'électronique, toutes sortes de ruses techniques qui gâtent la voix quand elles ne la trahissent pas complètement. Ou alors, c'est une espèce de façon de la surfaire, n'est-ce pas? Alors que la première fois que je vous ai écouté, ça fait de nombreuses années maintenant, j'étais suspendu à votre voix et à celle de vos amis, à cette polyphonie, parce que je viens d'un pays où il y a beaucoup de voix, de chœurs. La musique populaire, vous le savez bien, s'exprime par la voix. Il n'y a pas un village où il n'y ait un chœur, des voix. Et moi, j'y ai été sensible depuis l'enfance. Et puis ça a disparu. Et voilà que vous nous rendez ces voix. Et c'est très rare dans la chanson française aujourd'hui. Alors, merci, parce que vous avez rendu quelque chose du cœur des anges. Merci. Moi, j'aime bien le goût de l'expérience qu'il a, parce que j'aime ça tout court, mais je trouve un parallèle avec Stan Getz. Stan Getz, il allait n'importe où, et en un quart d'heure, il rentrait dans les choses, et j'ai l'impression, chez lui, il a un peu la même curiosité des sons et comment y rentrer, comment en sortir. Pour rebondir Bravo. sur vous, je voudrais vous parler d'Édouard Bouba, qui est ce photographe. Édouard Bouba Révélation, c'est à la Maison européenne de la photo jusqu'au 30 mars. Il y a notamment la photo la plus célèbre de Bouba, qui est la Bretagne, qui date de 1947. Pour le Cercle, Bouba avait commenté cette photo célébrissime. C'était en novembre 98, peu avant sa disparition, en juin 99. Écoutez Bouba parler. Bouba, qui est en rétrospective à la Maison européenne de la photographie. Nous avions tous 20 ans après la guerre et je rencontrais les amis ES de ma sœur qui sortaient d'une école de dessin. On se promenait et puis on vivait dans un monde, disons, poétique, dans un monde de découverte de tous les jours. Nous allions au concert, nous allions dans les musées et la photo est arrivée ainsi. À ce moment-là, je n'étais pas même ce qu'on appelle la photographe professionnelle. Nous étions en vacances en Bretagne et cette photo est prise sur un bateau. C'est pour ça que c'est assez mystérieux, cette lumière. J'adore l'infini. Il y a ce signe, ce 8 allongé sur nos objectifs qui signifie l'infini. Et je me rappelle toujours ce vers de Baudelaire, elle est retrouvée. L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Moi qui suis un homme des villes, un Parisien, je me plais dans cet infini, et nous étions dans cet infini, et quelquefois, la photographie inexplicable, inattendue, ce cadeau nous révèle cet infini.
Voilà pour ce que nous disait Bouba il y a quelques années sur cette photo célèbre. Un film de Jim Jarmusch qui sort en DVD chez Back Video. C'est un film de 2004, en tout cas il est sorti en salle en 2004. Ça s'appelle Coffee and Cigarettes. Le réalisateur new-yorkais imagine des scénettes en noir et blanc autour d'un café et de quelques cigarettes. C'est plutôt un très bel exercice de style de celui à qui on doit notamment Broken Flowers ou Strangers in Paradise. Voilà, Coffee and Cigarettes de Jarmusch. Musique, on continue. Merci pour la voix, hein. Merci pour la voix, comme dit Jacques Chessé. Alors la voix, on va la retrouver, on va retrouver le frère et on va retrouver une partie des choristes. Deuxième extrait de l'album Imouvrini et les choristes, ça s'appelle Veiller tard. La preuve. Les lueurs immobiles d'un jour qui s'achève, la plainte douloureuse d'un chien qui aboie, le silence inquiétant qui précède les rêves. Quand le monde disparu, l'on efface à soi les frissons où l'amour et l'automne s'en mêlent, le noir où s'engloutissent notre foi, nos lois. Su pensiero segreto chi ci corre le vene, chi ci piglia le gioie, chi ci porta le pene, quella linea d'amore che ci stringe i cori, ces étreintes qu'en rêve on peut vivre sans foi, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire, ces regards insistants que l'on n'a pas compris, ces appels évidents, ces lueurs tardives, ces morsures au regret qui se livrent à la nuit. Ces désirs évadés qui nous feront aimer, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines. Su qualcosa di noi che ci faccia mica, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines. Su qualcosa di noi che ci faccia mica.
Merci. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On a parlé théâtre il y a une seconde. Je voulais simplement vous signaler chez les Solitaires Intempestifs Quel théâtre pour aujourd'hui de Jean-Pierre Siméon, qu'on retrouvera bientôt à l'occasion du printemps de la poésie. Quel théâtre pour aujourd'hui, petite contribution au débat donc, sur les travers du théâtre contemporain. Je voulais vous signaler le deuxième tome du journal 1990-1995 de Jean-Luc Lagarce, autre auteur de théâtre décédé, et intéressant de voir quel est le contexte dans lequel un auteur écrit. Et puis je voulais vous signaler chez Agone, l'éditeur Agone, de Jean-Marc Rouillon, les chroniques carcérales 2004-2007. Jean-Marc Rouillon a l'occasion de sortir de prison pour aller travailler justement chez cet éditeur. Et dans ce livre, il écrit par exemple ceci: nous sommes en février 2004. À Moulins, le régime se prétend sécuritaire, correspondant au degré maxima du dogme pénitentiaire. Avec acharnement et maladresse, mais aussi avec une certaine candeur, la direction y acclimate les méthodes américaines de la nouvelle prison, déclinant le théorème de la tolérance zéro, de la fin de l'impunité et autres pinceaux réactionnaires. Faire que le tolard sente le tolard, que les cellules et les coursives transpirent la douleur. Le mot peine est étymologiquement tatoué à la prison, mais ici, ça doit se sentir à tous les étages. Chronique carcérale 2004-2007 de Jean-Marc Rouillon, ancien membre d'Action Direct. Fin de cette émission, donc merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis et il y avait au 1er janvier 2008 en France 61 076 personnes incarcérées pour seulement 50 705 places disponibles dans notre système carcéral. Bonsoir, bonne nuit, à la semaine prochaine. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.